2h39 du matin. Deux entreprises, Normandie Logistique et Lubrizol, s'embrasent. En 12 heures, 9500 tonnes de produits chimiques partent en fumée. Dans ce panache noir totalement opaque, étendu sur plus de 20 km. Une catastrophe industrielle qui inquiète et qui pousse le gouvernement de l'époque à dire tout. Sur la qualité de l'air, aucun polluant anormal n'a été détecté par ces analyses. Et son contraire. Donc la ville est clairement polluée. Quand de son côté, le PDG de l'entreprise Lubrizol minimise. Il n'y a aucune différence significative entre ce qui a été brûlé dans le feu et ce que l'on peut trouver brûlé dans un incendie, par exemple, dans une maison, et même dans des maisons ou des logements, les fumées peuvent être encore plus toxiques. Dans cette ville, ce jour-là, toute ma famille. Et juste en dessous du nuage, mon frère, à 2 km de l'incendie. Face à ces images qui me parviennent, je l'alerte. Incendie en cours dans l'usine chimique de Rouen, faites attention. Allume France Bleu pour avoir des infos en live et les consignes de sécurité. Je ne sais pas trop quoi faire, car le nuage de fumée passe juste au-dessus de l'appartement. Ça ne me rassure pas des masses. En plus, aux infos, ils disent qu'il n'y a pas de toxicité. J'y crois pas du tout. Tu ferais quoi, toi? Allez loin du nuage. Ils ne peuvent pas savoir encore ce qu'il y a véritablement dedans. Quel souvenir mon frère garde-t-il de cette nuit cauchemardesque? 3 ans plus tard, quelles conséquences sur lui et sa famille? C'est là. Je lui rends visite. C'est le chantier ici. Je retrouve son fils Mathis. Tu me dis bonjour, toi? Ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est vus. Comment ça va? Et sa femme Adeline. Ça va? Oui, toi? La forme? Bah, carrément. Aujourd'hui encore, les images du 26 septembre 2019 continuent de les hanter. Ça, c'était la vue de notre cuisine. C'est juste au-dessus de l'immeuble. On avait l'impression d'être en pleine nuit, cloisonné en fait, dans une bulle noire. On se serait cru dans un film d'horreur en fait. T'avais du noir absolument partout. Sur le sol, ça ruisselait de produits. Hein. C'était comme si t'avais de l'essence, de l'huile. Les taches qu'on retrouve après des accidents, par exemple, ce genre de truc. Bah là, il y avait ça partout, sur toute la route, sur toutes les voitures, sur tout. Plus les heures passaient et plus l'odeur s'intensifiait, on s'est dit non mais là on peut plus. Et puis, Vous ressentiez quoi? Ouais, des maux de gorge, même les yeux qui piquaient, on avait du mal à respirer, la toux qui commençait vraiment à arriver. Et pour le coup, notre fils avait 6 ans, donc on s'est dit, il est hors de question que notre fils y respire ça tout au long de la journée, quoi. Ils fuient donc leur appartement plusieurs heures après le début de l'incendie, avec beaucoup d'interrogations en tête. Toujours sans réponse aujourd'hui. On ne sait même pas d'où est venu cet incendie, ce qui s'est passé, ce qu'on a respiré, est-ce qu'il y a des risques pour notre vie, on ne sait pas. On s'en doute. On s'en doute, mais on s'en sait doute. Puis aujourd'hui, notre famille s'est agrandie. On ne sait même pas si Léna, par exemple, aujourd'hui, peut avoir subi quelque chose par rapport à ça. On ne sait pas. C'est quelque chose qui reste dans votre tête? Bien sûr. Si à 50 ans, on nous décèle un cancer, on ne sera pas étonné, quoi. Je veux dire, ça paraît logique. On s'en est pris plein le nez pendant 2 jours. On ne sait même pas ce qu'on a respiré. Bon, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait des séquelles dans quelques années. Hein. Ma famille et les habitants ont-ils été intoxiqués? Courent-ils un risque à terme pour leur santé? En tant que frère, mais surtout journaliste, je vais mener l'enquête pour trouver des réponses. En 3 ans, 2 gros rapports ont été rédigés par des laboratoires indépendants. L'État se base sur leurs conclusions pour évaluer l'impact sur l'environnement et la santé. À l'intérieur, la liste des communes de Seine-Maritime survolées par le panache de l'incendie. 111 au total, toutes passées au peigne fin. Au fil des pages, leurs analyses d'eau, de terre et de végétaux. Et cette conclusion, la pollution retrouvée dans la région est sans lien
avec l'incendie. Selon ces rapports officiels donc, aucune répercussion sur les habitants n'est à craindre. Toutefois, au détour d'un paragraphe, une chose m'intrigue, le cas de l'amiante, cancérogène connu. Selon les analyses officielles, aucune fibre d'amiante n'a été détectée. Pourtant, en 2019, l'amiante de Lubrizol, nous, à envoyé spécial, on en avait bel et bien retrouvé. Tiens, il y en a là. Tiens, il y en a là aussi, tiens, regarde là. À l'époque, Florence Carré, archéologue, scrutait le sol à la recherche de débris. Je pense que c'en est un. Ouais, ça va. Ah ouais, c'en est sans problème. On finit par avoir l'œil. Des morceaux du toit de Lubrizol retombés dans son quartier en fibrociment. Nous les avions apportés dans un laboratoire. Dites-moi ce que vous voulez analyser. Bon, bah déjà ça, c'est sûr. D'accord. Ensuite, ce qu'il y a dans le square. Le résultat était alors sans appel. 4 échantillons sur 5 contenaient de l'amiante. Alors, comment ces fibres que nous avions repérées ont-elles pu disparaître? Bonjour, Bonjour. Florence. Comment ça va? Ça va, ça 3 va. ans après le retour. Vous allez bien? Oui, ça va. Depuis notre première rencontre, Florence habite toujours au même endroit. Mais tout son terrain a été désamianté. J'ai enlevé un maximum de choses. Hein. C'était vraiment... qui était persistant, je l'ai raboté. Enfin bon. Il faut que vous imaginiez, on a fait 200 sacs de déchets verts, les sacs qu'il y a dans la pente, là, des gros sacs. Parce qu'en fait, on a décidé de décontaminer. Il y avait beaucoup de résidus qui s'étaient déposés sur les plantes, sur les feuilles. On voyait ces traces grasses. L'idée qu'un jour, quand mes petits-enfants ils viendraient chez moi, qu'ils jouent dans le gazon et que j'ai pas confiance, que j'ai peur pour eux, en fait, parce que je me dis, bon, est-ce qu'ils risquent d'avaler des poussières d'amiante? Enfin, voilà. 15 jours après l'incendie, la préfecture envoie chez elle une entreprise pour ramasser l'amiante. Alors qu'aucune précaution sanitaire ne lui avait été recommandée jusque-là, des ouvriers en combinaison totalement hermétique désinfectent sa parcelle. Au total, comme le montre cette attestation, il collecte 20 kilos de déchets amiantés. Vu qu'il y en a dans son jardin, elle demande que son toit soit également nettoyé. Elle y a d'ailleurs photographié ces débris. Mais impossible pour les ouvriers, ils ne sont pas habilités. 2 mois plus tard, une seconde entreprise finit par intervenir. Elle est directement envoyée par Lubrizol. Cette fois-ci, c'était pas scaphandre et tout ça, hein, pas du tout. Donc, ils ont passé des lingettes dans les gouttières. Le gars m'a montré des photos, des fragments qui étaient des endroits où on ne pouvait pas les voir, nous. Et puis voilà. Et puis, je lui ai demandé si on pouvait avoir le rapport et les photos. Il fallait s'adresser à son chef de chantier. Donc j'ai appelé Lubrizol. La responsable de la communication m'a répondu « Ah, je dois voir avec le service juridique. » Et puis ensuite, non, on ne peut pas vous communiquer les documents. Début 2020, Florence finit par recevoir cette réponse par mail de Lubrizol. Une prospection dans vos gouttières a été effectuée. Aucun débris n'a été identifié. Alors qu'il y en avait partout dans son jardin, Lubrizol affirme donc que son toit a été miraculeusement épargné. C'est quoi votre sentiment quand vous voyez ça? À l'époque, j'étais très en colère, hein, parce que franchement, c'est du foutage de gueule. Enfin, c'est pas très poli, mais bon, voilà, on peut le dire comme ça. Maintenant, je trouve que ça illustre carrément l'état d'esprit général. Hein, bon, voilà. C'est-à-dire? C'est-à-dire, on minimise, on fait disparaître les preuves éventuelles, voilà. J'ai demandé à Lubrizol comment son entreprise avait procédé pour ne rien trouver. Je n'ai jamais eu de réponse. En quittant Florence, je commence à douter de ces rapports officiels qui ne trouvaient pas d'amiante, là où nous en avions observé. C'est pour cela que je les ai montrés à un expert. Je vous laisse vous installer ici. Alain Bobiot, secrétaire général de l'Association nationale des victimes de l'amiante. Je veux bien, si vous... Pour lui, la dizaine de sites de prélèvement choisis après l'incendie, en violet sur cette carte, ne serait pas du tout bien placé. Quand on est le 28 septembre, date des premiers prélèvements dans l'air de l'amiante, qu'on a 5 points de contrôle autour de l'usine. Pour vous, est-ce qu'on peut en trouver?
là, on a cherché des fibres d'amiante à bout portant, mais elles étaient déjà très loin. On peut prendre une image, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais si l'envie vous prenait de vider un sac de farine devant un gros ventilateur, on peut penser qu'on retrouverait beaucoup plus de farine au bout de quelques mètres qu'au pied du ventilateur. C'est à peu près ça qui s'est produit. C'est une démarche naïve, inexacte, approximative. On joue avec la santé des gens. Tout se passe comme si les autorités avaient comme principal souci rassurer pour se couvrir. On ne fait pas de la prévention avec du déni. Des prélèvements faits d'après lui au mauvais endroit et avec un manque curieux de rigueur. Ces analyses officielles, par exemple, ont été publiées le 1er octobre 2019. Mais si on regarde de plus près, les échantillons qui ont servi pour obtenir les résultats datent, eux, du 30 octobre, un mois après la publication. Normalement, il faudrait inscrire ce prélèvement dans le livre des records. Bon, moi, je peux comprendre que même quelqu'un qui se présente comme un expert fasse des bourdes, encore que celle-là est assez grosse. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que ces examens-là, ces analyses présentées comme majeures, rigoureuses, sont passées par peut-être d'une dizaine de personnes des pouvoirs publics. Aucune d'entre elles a trouvé à redire au fait qu'un examen soit fini avant de commencer. Mais quel est le but de ces mesures? On sait qu'il y a des milliards de fibres dans la toiture. On l'a ramassé à 2,5 km de distance dans des jardins. C'est tout. La preuve, elle est là. Par exemple, moi, mon frère, qui habitait en face de l'usine Lubrizol, qui était dans le panache de fumée, potentiellement, il pourrait, dans plusieurs dizaines d'années, développer un cancer à cause de ces fibres d'amiante respirées le jour de Lubrizol. Il faut pas lui souhaiter, mais objectivement, c'est possible. Les fibres d'amiante sont des fibres cancérogènes, mais c'est un cancérogène sans seuil. En d'autres termes, avec une seule exposition à l'amiante contenue dans le toit de l'usine partie en fumée, et peu importe sa quantité, mon frère et les Rouennais pourraient tomber malades dans quelques années. Au-delà des bâtiments pulvérisés, connaît-on vraiment tout ce qui a brûlé ce jour-là? À Rouen, un habitant de la ville a cherché à le savoir. Bonjour Simon. Bonjour Julien. Comment ça va? Très très bien. Bienvenue à la maison. Merci. Simon de Caravallo est normand depuis toujours. Mais son quotidien tourne désormais autour de l'incendie de Lubrizol et Normandie Logistique. Là, c'est quelques petits clichés. La photo du 26, un rappel permanent de ce qui s'est passé ce jour-là. Et puis, on a marqué les esprits en collant cette affiche. Ville polluée sur toutes les entrées de ville. Il est président de l'association des sinistrés de Lubrizol. Il a épluché la liste rendue publique par la préfecture des produits qui ont brûlé le 26 septembre 2019. Ça, c'est la fiche qu'on a récupérée sur le site de la préfecture. Donc, Lubrizol, fiche produit 9990A. Sur cette fiche-là, vous avez des informations comme les désignations chimiques, les substances qui composent le produit et le pourcentage de chaque substance. Voilà. Dans la colonne concentration, si l'on additionne les chiffres, on devrait trouver 100%. Or, sur cette fiche, il manque au moins 12% des ingrédients. Alors, après plusieurs mois de recherche, Simon parvient à se procurer une autre version du document auprès d'un client de Lubrizol. Toujours le produit 9990A, donc de la société Lubrizol. Hein. Et donc, sur cette fiche-là, on retrouve les mêmes, donc le mineral oil, le zinc bis, le C14, C18, le triphényl, etc. Sauf qu'un nouveau s'est ajouté, c'est le benzène. Dans la version publique du document, Lubrizol aurait enlevé le benzène, un produit classé cancérogène. En fournissant des fiches incomplètes, l'industriel tenterait-il de minimiser ses responsabilités, comme le pense Simon? Sur quoi va se baser le juge pour étudier avec précision ce que nous avons respiré? Donc si, dès le départ, l'industriel biaise les informations, eh ben, forcément, en justice, on aurait une information erronée aussi.
Pourquoi le benzène a disparu? Là encore, aucune réponse de Lubrizol. Et ce n'est pas la seule disparition suspecte que je constate dans mon enquête. Au lendemain de l'incendie, la préfecture commande 7 études de pollution sur la mousse des forêts situées sous le panache de fumée. En rouge, les résultats jugés non conformes ou alarmants. Sur les 23 communes analysées, 12 ont des taux de BAP cancérogènes reconnus largement au-dessus des limites. Après le passage du nuage, le nombre de particules a même été multiplié par 38 à certains endroits. Des valeurs qui interpellent, mais que la préfecture ne rend pourtant pas publiques à l'époque. Un an plus tard, une autre série de mesures est commandée. Cette fois-ci, quasiment toutes les valeurs passent au jaune. Les seuils ne sont plus alarmants. Pour la préfecture, la pollution aurait donc disparu. Ces études ne sont même pas prises en compte dans les rapports officiels. Elles apparaîtront aux yeux du grand public plus de 2 ans après l'incendie.